Cette vidéo constitue le chapitre 5 d'électromagnétisme et c'est un chapitre assez court qui traite uniquement de l'analogie entre champ électrique et champ gravitationnel. Bon, voilà, on a dit pas mal de choses sur le champ électrostatique, notamment on a vu le théorème de Gauss, et on va transférer ce qu'on a vu dans le cas du champ électrostatique, on va le transférer au cas du champ gravitationnel en se fondant sur une analogie. Une analogie, c'est l'analogie entre les deux forces fondamentales, la force fondamentale entre deux charges ponctuelles, qu'on appelle la force de Coulomb, et la force entre deux masses ponctuelles, qu'on appelle voilà, la force de gravitation. Euh, ok, et puis là, dans un grand 2, comme le chapitre est très court, et que ça n'est pas complètement décorrélé de ce que j'aurais dit auparavant, je vous parlerai un petit peu des expressions intégrales du champ électrostatique. Bon, il y a aussi les expressions intégrales du champ gravitationnel, évidemment, puisqu'il y a cette fameuse analogie, mais voilà, qui, qui, euh, qui sont des expressions qu'on utilise pour calculer le champ électrique dans des situations plus réalistes, où des distributions ne sont pas hautement symétriques et invariantes par translation, par rotation, etc., comme les cas qu'on a étudiés pour pouvoir utiliser le théorème de Gauss. Voilà. Bon, je commence par l'analogie entre champ électrique et champ gravitationnel. Bon, je vais commencer évidemment par définir le champ gravitationnel. Alors c'est la même définition que le champ électrique, hein. Bon, vu vu comment ça a été fait entre le lycée et la première année de classe préparatoire, c'est pas forcément évident pour tout le monde comment le champ électrique a été défini. Bah, je vous le fais pour le champ gravitationnel et c'est la même chose pour le champ électrique. Donc l'idée est la suivante. Lorsqu'on a une distribution de masse, donc un astre, quel qu'il soit, que je peux dessiner par exemple là, comme ça, voilà. On a de la masse dans ce volume, comme ça, ok. Et j'ai ici, en un point M de l'espace, une masse ponctuelle qui est placée. Je sais que la distribution de masse ici crée une force gravitationnelle sur la masse ponctuelle placée au point grand M. Et ce dont je suis certain, alors ça je sais que je peux la calculer par sommation, hein, il y a cette idée que chaque point de la distribution ici exerce une force gravitationnelle que je connais, et par sommation j'ai la force totale. Et vous voyez qu'évidemment, dans tous les termes, il y aura toujours la masse petit m qui interviendra. Donc une chose dont je suis certain, c'est que la force totale exercée par la distribution de masse sur cette masse ponctuelle est toujours proportionnelle à petit m, la masse de cette masse ponctuelle ici. Et on va dire, entre guillemets, le facteur de proportionnalité, bon, là, qui est un vecteur, ben c'est ça le champ gravitationnel. C'est ça la définition du champ gravitationnel. Dans tout ce que j'ai dit, vous remplacez le mot masse par le mot charge et, et ça vous définit donc le, le champ électrique via, voilà, évidemment, via la formule qui est F égale QE. D'accord? Ça définit E, d'accord? Si j'ai une distribution de charge, hein, vous voyez ceci maintenant, non plus comme une distribution de masse, mais comme une distribution de charge. Imaginez qu'ici on a placé une charge ponctuelle, hein, pas une masse ponctuelle. Je sais que cette charge, petit q, subit une force qui est forcément proportionnelle à petit q, et le facteur de proportionnalité, ben, c'est grand E, c'est le champ électrique, c'est sa définition. Ok? J'avais fait une parenthèse dans le cours pour savoir, voilà, quelqu'un m'avait demandé c'est quoi le champ électrique? Bon, ben, la définition, c'est ce que je viens de donner ici. Euh, et ça peut apparaître un peu comme une sorte d'élément purement formel, mathématique, et on peut se poser la question de savoir si ça a une contrepartie perceptible, on va dire, s'il y a une réalité physique là derrière. Alors, dans le cas statique, dans le cas stationnaire, non. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de critère qui permet vraiment de savoir si c'est autre chose qu'une façon d'écrire mathématiquement la relation de proportionnalité dont j'ai parlé. Mais dans le cas évidemment dynamique, là, on peut montrer que le champ électrique ou le champ gravitationnel, dans le cas d'une masse, a une réalité, hein. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, deux particules chargées Q1, Q2 en interaction, enfin en statique comme ça, si vous vous mettez à bouger Q1, Q2 ne va pas s'en rendre compte tout de suite, d'accord? Donc voilà, bon. Bref, c'est ce critère-là qui fait que le champ a une réalité physique,
qui peut transporter de l'information, transporter de l'énergie, etc. Euh, voilà. Bref, je ferme cette parenthèse puisque justement cette notion de définition du champ électrique et donc ici du champ gravitationnel, je sais que ça peut poser parfois problème. C'est pour ça que j'ai dit 2 mots à ce sujet ici. Bien, alors, je reviens au cas gravitationnel quand même. Donc, je vais utiliser la définition du champ gravitationnel ici pour essayer de le calculer dans un cas très simple. C'est le champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle, toute seule, autour d'elle. Donc, évidemment, je vais revenir à cette notion de force ici. Alors, je vais en page 3 où j'ai une feuille manuscrite, où j'ai répondu aux questions du poly en PDF. Alors, voilà la situation. J'ai une masse petit m1 placée au niveau du point 1 et je cherche le champ gravitationnel créé en un point M quelconque de l'espace où je regarde. Et là, j'imagine qu'en ce point M de l'espace, j'ai mis une masse M2 et d'après la force fondamentale que je connais, je sais que la force de M1 sur M2 s'écrit comme ceci, hein, où petit r c'est la distance entre les deux masses. Euh, et, euh, et UR est un vecteur unitaire qui va de 1 vers 2. Ok. Donc ici, je mets simplement M2, qui est une charge fictive hein, que je me suis donnée pour pouvoir utiliser l'expression de la force. Je le mets en facteur, et comme ça, ici, j'ai le champ gravitationnel. Par identification, je trouve cette expression du champ gravitationnel créé par la masse M1 dans son environnement. Hein. Et donc, voilà, puisque le champ, j'en ai donné une petite justification tout à l'heure, comme le champ est une réalité indépendante d'une éventuelle masse M2 que je peux placer en grand M, je peux oublier cette masse M2, penser juste au point M de l'espace où je regarde, et on a le champ ici créé par la masse M1. Ok, voilà, ça c'était juste pour montrer que cette définition du champ gravitationnel permettait d'en calculer l'expression. Bon ça, normalement, on ne l'a pas fait pour le champ électrique, simplement parce que j'ai construit le cours de manière à... voilà, j'ai posé les postulats de Maxwell, et voilà, à partir de Maxwell-Gauss, j'ai donné la version intégrale qui est le théorème de Gauss, et c'est à partir de ça qu'on a calculé plutôt la force de Coulomb. D'accord? On a plutôt nous démontré la force de Coulomb à partir du théorème de Gauss. Bon, voilà pour le champ gravitationnel, j'ai fait ça un peu dans l'autre sens. Donc, maintenant qu'on a défini le champ gravitationnel, quelques analogies et différences entre le champ gravitationnel et le champ électrique. Bon, vous l'avez vu déjà sur le champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle, il ressemble beaucoup au champ électrique créé par une charge ponctuelle. Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient du fait que la force électrique et la force gravitationnelle se ressemblent beaucoup. Hein. Voilà, il suffit de remplacer la charge par la masse et de remplacer le 1 sur 4 pi epsilon 0 par moins g, et vous voyez que ces deux forces s'écrivent de la même façon. D'accord? On a une analogie formelle comme ceci. Donc j'ai résumé ici l'analogie électrique gravitationnelle. Donc bon, comme ces forces, vous êtes censé les connaître par cœur. Moi, ce que je fais, c'est que je retrouve cette analogie formelle comme ça à chaque fois. Je ne me rappelle pas par cœur, je la retrouve. Hein, le 1 sur 4 pi epsilon 0 qui correspond à moins g, je pense que ça vaut mieux le coup de le retrouver à chaque fois. Donc tout ce qu'on a dit, alors ça vous l'admettez un petit peu, hein, mais on peut construire l'électrostatique à partir de la force de Coulomb, à partir de cette expression-là. C'est pas comme ça qu'on a fait, mais on peut le faire. Et donc quand on construit les choses de cette manière-là, on comprend pourquoi finalement tout ce qu'on a dit pour le champ électrique sera vrai aussi pour le champ gravitationnel. Donc tout ce qu'on a dit sur les invariances, de la distribution qui entraîne des invariances, pour le champ et sa dépendance avec les coordonnées du point M où je regarde. Les plans de symétrie, voilà, le champ électrique, il est contenu dans les plans de symétrie, blablabla, etc. Bon, tout ça, ça fonctionne aussi pour le champ gravitationnel. La seule différence, quand même, pas négligeable, mais la seule différence, c'est que comme il n'existe pas de masse négative, c'est-à-dire que la force gravitationnelle est toujours attractive, elle n'est jamais répulsive, ça c'est directement équivalent à dire qu'il n'existe pas de masse négative, eh bien il n'y a pas de plan d'antisymétrie.
Donc les propriétés d'antisymétrie qu'on avait formulées pour le champ électrique, bah ça ne se transpose pas au cas gravitationnel. Mais sinon, tout ce qu'on a dit en électrostatique fonctionne pour le champ gravitationnel. Ok, donc voilà, le théorème de Gauss aussi, hein, d'accord. Le théorème de Gauss, euh, il est vrai pour le champ électrostatique, bah, il va être aussi vrai pour le champ gravitationnel. Il suffit de partir du théorème de Gauss électrostatique. Je vais à la feuille manuscrite ici, pour le 1.4. Je pars du théorème dans le cas électrostatique. Donc j'ai une surface S dite de Gauss qui est une surface fermée. Je calcule le flux sortant. Je vous rappelle que ds est orienté vers l'extérieur par convention. Donc ça c'est le flux du champ électrique, le flux sortant du champ électrique à travers la surface de Gauss fermée. Eh bien, c'est égal à la charge électrique contenue dans la surface de Gauss divisé par epsilon 0, la permittivité diélectrique du vide. Bon, bah, pour trouver le théorème de Gauss gravitationnel, c'est facile. AE, on fait correspondre G, le champ gravitationnel. D'accord? Vous voyez que je ne l'écris pas de la même façon que la constante gravitationnelle. Hein, d'accord? Ça, c'est une constante fondamentale de la physique, point. Donc, le champ gravitationnel, je le note comme ça, avec une écriture en cursive. Donc, à E, on fait correspondre le champ gravitationnel. À la charge intérieure, je fais correspondre la masse à l'intérieur de la surface de Gauss gravitationnelle. Et le 1 sur epsilon 0 ici, eh bien, correspond à moins 4 πg. Bon, ça c'est facile, il suffit de revenir à l'analogie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je remonte comme ça, voilà. Donc vous voyez que ici, 1 sur epsilon 0, ben, si le 4 pi je le fais partir de l'autre côté, ça correspond bien à moins 4 πg. Ok. Et voilà donc le théorème de Gauss gravitationnel. Hein, donc ça, bon, je le retrouve à chaque fois. Hein, je repars à chaque fois des forces fondamentales. Je retrouve le fait que 1 sur 4 pi epsilon 0, ça fait moins g. Et je repars du théorème de Gauss électrique pour en déduire le théorème de Gauss gravitationnel. Bon, je vous conseille de faire ça parce que de toute façon, toutes les étapes que j'ai faites, vous devez connaître les formules par cœur. Et puis voilà, l'analogie elle est assez triviale, donc ça se retrouve. Je pense que faut mieux minimiser ce qu'on retient par cœur, et ça se retrouve facilement. Alors, on va faire une application de ce théorème de Gauss gravitationnel. On va l'appliquer pour justifier une hypothèse faite en première année en PCSI lorsque vous avez étudié le mouvement des planètes autour du Soleil. Lors de cette étude, vous avez considéré que la force exercée par le Soleil sur la Terre, par exemple, on faisait comme si le Soleil était situé en son centre, comme si le Soleil était ponctuel. D'accord? Et pourtant, il suffit de regarder le ciel pour voir que même vu depuis la Terre, avec nos yeux, on voit bien que le Soleil n'est pas assimilable à un point. D'accord? Alors on pourrait dire que c'est une approximation, mais en fait, non, c'est pas une approximation. On peut effectivement considérer que le Soleil est assimilable à un point, et c'est ce qu'on va démontrer là, justement, avec le théorème de Gauss gravitationnel. Allons-y, je vais sur la page manuscrite, donc c'est bien le paragraphe 1.5. Donc j'ai dessiné la situation. On a ici, bon, par exemple, le Soleil, d'accord, un astre, bon, dans l'espace en général c'est sphérique, hein, si c'est assez gros. Donc, disons le Soleil, O c'est son centre, et puis là, on a un point M extérieur au Soleil, hein, on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur, donc un point M extérieur, petit r c'est la distance entre le centre du Soleil et le point M, où je vais regarder le champ gravitationnel créé par le Soleil. D'accord? Évidemment, je me place en coordonnées sphériques, UR c'est la direction radiale. Et je prends comme repère, comme origine du repère, évidemment le centre du Soleil. Bon, cette situation, on l'avait déjà étudiée dans le cas électrostatique, d'accord? Donc je vous passe les détails, mais en s'intéressant aux invariances de la distribution de masse, ici, hein, pas de charge, mais de masse, à deux plans de symétrie passant par le point M, et en prenant comme sphère de Gauss la sphère centrée sur le Soleil et passant par M, hein, je peux la symboliser comme ça un petit peu en pointillé, hein, d'accord? Bon, ça c'est la sphère de Gauss, ok. Bon, j'enlève pour pas alourdir le dessin. Euh, eh bien,
on peut montrer déjà que le champ gravitationnel ne dépend que de petit r et qu'il est radial, il est dirigé suivant UR, et on peut calculer donc le flux de ce champ gravitationnel à travers la surface de Gauss, et ça donne ce terme-là. Hein. La projection radiale du champ gravitationnel est uniforme sur la surface, donc ça fait le champ fois 4 pi r carré. Ok. On applique le théorème de Gauss, qui est juste au-dessus. Hein. Ceci est égal à moins 4 pi g fois la masse intérieure. Bah, il est évident que lorsque le point M où je regarde le champ se situe à l'extérieur du Soleil, eh bien, la M intérieure, c'est la masse totale de l'astre, hein, c'est la masse totale du Soleil. Et donc, on trouve que en un point M extérieur au Soleil, le champ gravitationnel créé par le Soleil, ben, c'est cette expression. Et là, évidemment, vous reconnaissez l'expression que j'ai calculée tout à l'heure dans le cas d'une masse ponctuelle. D'accord? C'est exactement la même chose. Vous remplacez M astre par M1 et c'est exactement la même formule. D'accord? Et donc, on vient bien de démontrer ici que le champ gravitationnel créé par le Soleil en un point M qui lui est extérieur, et ben c'est comme si le Soleil était ponctuel, un point situé en son centre, hein, au niveau du point O, et qui concentre toute la masse du Soleil. Ok? Donc voilà, grâce au théorème de Gauss, on a démontré, justifié cette hypothèse qui avait été faite en première année. Alors l'hypothèse qu'il faut quand même faire sur le Soleil, hein, sur cet astre ici, c'est qu'il est à symétrie sphérique, c'est-à-dire que la distribution de masse doit être invariante par rotation d'angle θ et d'angle φ, hein, qui sont les deux angles usuels en coordonnées sphériques. Je ne les ai pas dessinés ici, hein, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Donc voilà, il faut quand même que le Soleil soit à symétrie sphérique. Hein. Bon, voilà. Ça on peut discuter de cette hypothèse, mais c'est pas une hypothèse farfelue. Ok, bon voilà, pour l'analogie électrostatique gravitationnelle, je n'ai rien à ajouter, vous voyez, c'était vraiment un chapitre très rapide, et c'est pour ça que j'avais rajouté ici un grand 2 pour, bon c'est hors programme, hein, mais j'avais envie de dire un petit mot quand même sur l'autre façon qu'on a de calculer un champ électrique ou un champ gravitationnel, hein, puisqu'on a vu l'analogie maintenant. Euh, on n'a pas que le théorème de Gauss, évidemment. Hein. Le théorème de Gauss, pour calculer des champs électriques, on l'a fait. Vous avez vu qu'on avait besoin toujours d'étudier des distributions de charges qui étaient hautement symétriques. Hein. Un plan infini, un fil infini, une sphère, un cylindre rectiligne infini uniformément chargé. Bon, c'était toujours des distributions très simples, très idéalisées. Que faire quand on a une distribution réaliste de charges électriques? Alors on n'utilise évidemment pas le théorème de Gauss, mais on utilise des expressions intégrales. Donc je vous les ai mises ici. Alors la formule, enfin la bonne formule à utiliser, évidemment, dépend de la façon dont on décrit la distribution de charge. Vous vous rappelez, il y a quatre façons de décrire la répartition de la charge électrique dans l'espace. Soit vous supposez que la charge est portée par des corpuscules, hein, des particules ponctuelles, et à ce moment-là, vous utilisez la modélisation discrète, soit vous modélisez la répartition de matière et de charge électrique comme étant continue dans l'espace, en 3D, ce qu'on appelle la distribution volumique, avec ici la charge volumique, ρ, soit la distribution surfacique, soit la distribution linéique, j'en avais déjà un petit peu parlé. Alors, je vais vous montrer en fait, bon, je vais prendre les deux premières uniquement, hein, donc distribution discrète, parce que c'est une qui vous est familière, et puis distribution volumique, bah, qui est celle utilisée dans les équations de Maxwell par exemple, hein, et qu'on a déjà pas mal utilisé aussi. Alors je vais vous montrer d'où viennent ces formules, c'est assez simple, ça vient juste de la superposition, d'accord? Du théorème de superposition, du fait que les équations électrostatiques sont linéaires, et bah, le champ total créé en un point M de l'espace, c'est la somme des champs créés par chacune des portions chargées à l'origine du champ électrique. Donc regardez, on a ici une distribution discrète, je l'ai dessiné ici, on a 6 charges, Q1, Q2 jusqu'à Q6, et puis je cherche le champ électrique créé en un point M quelconque de l'espace. Bah, je connais le champ électrique créé par une charge seule, genre la charge Q1 par exemple. Je sais que c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 r carré, où r est la distance entre Q1 et le point M où je cherche le champ. Et puis dirigé suivant UR, UR étant le vecteur unitaire qui va de Q1 vers M.
Bon, bah ça c'est vrai pour toutes les charges, donc le champ électrique total créé en M, c'est la somme des 6 champs électriques créés par chacune des 6 charges. Moi j'ai pris 6, ça peut être 10 000, hein, voilà, ou grand N quelconque. Donc j'ai écrit ici la formule dans le cas discret. Donc on a une somme sur toutes les charges QI. Et donc voilà, au lieu d'écrire Q sur 4pi epsilon 0 R carré, bah, ici on écrit QI pour bien repérer la charge via un indice I. Puis R, alors je ne peux pas écrire R pour toutes les charges. Donc en fait, la distance entre la charge Q1 et le point M, bah, je vais dire que Q1 est positionné en un point P1 de l'espace. Et donc la distance entre la charge Q1 et le point M, bah, c'est P1M. Je fais ça pour toutes les charges, et donc cette distance, je la nomme PIM, entre le point PI et le point M. Je mets ça au carré. Et puis pour le vecteur unitaire, je fais pareil. J'indicie par PIM pour dire que c'est le vecteur unitaire qui va ici du point P6 pour la charge Q6 vers le point M. D'accord? Donc c'est une écriture un peu compliquée, hein, parce que pour définir ce vecteur unitaire et ses distances, il faut faire un dessin, c'est pas complètement trivial. Mais sinon l'idée est vraiment simple, hein. On a simplement le champ électrique qui est la somme des champs électriques créés par chaque charge ponctuelle. Bon, et dans le cas d'une distribution continue spatialement et 3D, donc j'ai dessiné une patatoïde, hein, imaginez ça en 3D, et en un point P de cette distribution, j'ai représenté un petit volume élémentaire placé sur ce point P. Évidemment, la patatoïde, on peut la découper en tout, en plein de petits cubes élémentaires, comme ça, c'est une opération graphique qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Cette distribution, elle remplit un volume V. Et dans ce petit volume élémentaire, j'ai une charge élémentaire, que j'appelais dQ, qui vaut ρ des taux. Ça, c'est la définition de la charge volumique. Puis ρ, évidemment, c'est ρ au niveau du point P ici. Ok. Bon, bah, l'idée est la même maintenant, c'est que je découpe ma patatoïde en plein de petits cubes élémentaires. Et évidemment, le champ électrique créé un point M quelconque de l'espace où je regarde, bah, c'est la somme des champs électriques créés par chacun des petits volumes élémentaires. Donc c'est exactement la même formule que dans le cas discret, sauf que comme d'habitude, la somme discrète, bah, je la remplace par une intégrale, puisque j'ai une somme continue, hein, pour ainsi dire. La charge QI, bah, maintenant c'est la charge contenue dans le petit volume, donc c'est ρ des taux, ρ évalué au niveau du point P, dessiné ici. Et puis bah, la distance, évidemment, pour ce champ électrique élémentaire créé par ce volume élémentaire, bah, c'est la distance PM. Et puis le vecteur unitaire, comme tout à l'heure, je l'indicie par PM, c'est le vecteur unitaire qui va de P vers M. Ok? Donc vous voyez que c'est exactement la même façon d'écrire que là, mais avec des notations type continu. Évidemment ici, quand je balade mon point P dans la patatoïde, là, eh bien évidemment ρ varie, PM carré varie, et puis le vecteur unitaire varie. Il y a beaucoup de choses qui varient dans la formule intégrale, donc en général, ça donne des intégrales, évidemment, impossible à calculer à la main, mais avec un ordinateur, aujourd'hui, ça ne pose plus vraiment de problème, hein. C'est vrai que numériquement, le principe, hein, de calcul numérique de cette intégrale, il est vraiment simple, hein. D'accord? Donc voilà comment on peut calculer un champ électrique, et par extension, évidemment, un champ gravitationnel, par des méthodes intégrales.